Depuis la disparition d'Élisabeth II, le 20 septembre 2022, les interrogations autour de sa fortune personnelle, de ses propriétés privées et de ses dernières volontés n'ont jamais réellement cessé. La souveraine, qui avait régné pendant plus de 70 ans, laisse derrière elle non seulement une institution profondément transformée, mais aussi un patrimoine dont une grande partie demeure protégée par le secret. C'est dans ce climat d'incertitude qu'est apparue une histoire particulièrement spectaculaire, celle d'un domaine méconnu qu'Élisabeth II aurait transmis au prince William, en prenant soin d'écarter toute personne liée à la famille de la reine Camilla. Selon cette version, il ne s'agirait ni de Balmoral, ni de Sandringham, ni de l'une de ces résidences royales régulièrement photographiées et documentées. Le bien aurait été détenu personnellement par la souveraine, en dehors du Crown Estate et des principaux actifs institutionnels de la monarchie. Cette distinction est fondamentale. Lorsqu'une propriété appartient personnellement au monarque, elle peut théoriquement être transmise selon sa volonté privée, sans dépendre directement des mécanismes liés à la couronne. Le récit affirme qu'Élisabeth II aurait entretenu avec ce domaine une relation particulière. Il aurait représenté un refuge discret, préservé des obligations officielles, des cérémonies et de l'attention constante des médias. Peu de visites auraient été rendues publiques. Le personnel y travaillant aurait été soumis à une stricte confidentialité. Pour la reine, cet endroit aurait incarné un rare espace de liberté, éloigné des contraintes qui dominaient presque tous les aspects de son existence. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la transmission du bien. Elle soutient que les dispositions successorales auraient été préparées avec une précision exceptionnelle, non seulement afin de favoriser William, mais également pour empêcher toute contestation. Des conseillers juridiques auraient anticipé les éventuelles revendications et construit un ensemble de clauses suffisamment solides pour rendre toute remise en cause presque impossible. Dans cette construction narrative, les enfants de Camilla, Tom Parker Bowles et Laura Lopez, occupent une place centrale. Bien qu'ils ne soient pas membres actifs de la monarchie, ils sont les enfants de l'épouse du roi Charles, Pendant de nombreuses années, ils ont observé leur mère gravir progressivement les échelons d'un système qui lui avait longtemps été hostile. Après avoir été l'une des femmes les plus critiquées du Royaume-Uni, Camilla est devenue duchesse de Cornouailles, puis reine consort. Certains récits prétendent que cette évolution aurait pu créer, au sein de sa famille, l'espoir d'une forme de reconnaissance patrimoniale. Non pas nécessairement un droit officiel, mais au moins une considération particulière après près de 2 décennies de mariage entre Camilla et l'héritier, puis le roi. L'annonce supposée d'une transmission entièrement tournée vers William aurait donc été perçue comme un message particulièrement froid. La proximité avec le trône ne donne aucun accès automatique à l'héritage dynastique. Cette interprétation est d'autant plus frappante qu'elle transforme une décision patrimoniale en verdict politique et familial. Transmettre un domaine historique à William ne serait plus seulement un choix financier. Cela deviendrait une déclaration sur l'avenir de la monarchie, sur la confiance accordée au prince de Galles et sur les frontières que la reine aurait voulu maintenir entre la dynastie Windsor et la famille Parker Bowles. Cependant, une analyse journalistique sérieuse impose de prendre du recul. Aucun document accessible au public ne permet aujourd'hui de confirmer l'existence précise de ce domaine. Son nom, sa localisation, sa valeur ou les conditions exactes de sa transmission.
Aucun testament publié ne permet non plus d'affirmer qu'Élisabeth II aurait expressément écarté les enfants de Camilla. Le testament de la défunte souveraine demeure confidentiel. Cette absence de transparence n'a rien d'exceptionnel dans l'histoire récente de la famille royale britannique. Les dernières volontés des membres les plus importants de la dynastie sont généralement scellées pour plusieurs décennies afin de protéger la vie privée de la monarchie. Cette pratique crée néanmoins un vide informationnel considérable. Dans ce vide, les rumeurs trouvent facilement leur place. Quelques témoignages anonymes, des formules vagues comme « des sources proches du palais » ou « des personnes informées de la situation » peuvent donner l'apparence d'une enquête approfondie. Mais sans document, sans nom de témoin et sans confirmation indépendante, ces affirmations restent impossibles à vérifier. Le danger réside dans la manière dont la narration est construite. Elle attribue des intentions précises à Élisabeth II, décrit la colère privée de la famille de Camilla et présente le silence de William comme une stratégie de pouvoir. Pourtant, aucun des principaux intéressés n'a publiquement confirmé l'existence d'un tel conflit. Il faut également éviter une confusion fréquente entre l'héritage privé d'Élisabeth II et les biens institutionnels transmis automatiquement à William. Lorsque Charles III est devenu roi, son fils aîné a hérité du titre de duc de Cornouailles et a pris la direction du duché de Cornouailles. Ce transfert n'était pas un cadeau personnel décidé par la reine. Il résulte d'un mécanisme ancien, directement lié au statut d'héritier du trône. Cette réalité documentée peut facilement être mélangée à des affirmations moins solides. William a effectivement reçu de nouvelles responsabilités, de nouveaux revenus et un patrimoine institutionnel considérable après l'accession de son père au trône. Mais cela ne prouve pas qu'Élisabeth II lui ait parallèlement transmis un domaine secret, dans le but d'humilier ou d'exclure la famille de Camilla. Il reste parfaitement possible que la reine ait laissé certains biens personnels à son petit-fils. Elle possédait des bijoux, des œuvres d'art, des investissements et plusieurs propriétés distinctes des biens de la couronne. Mais la nature exacte de ces transmissions demeure inconnue. Si l'histoire du domaine secret demeure impossible à confirmer, elle n'en révèle pas moins une réalité fondamentale de la monarchie britannique. La proximité avec le souverain ne signifie pas nécessairement l'accès au pouvoir dynastique. C'est précisément dans cet espace, entre appartenance familiale et légitimité institutionnelle, que se situe la tension supposée entre le prince William, la reine Camilla et les enfants de cette dernière. Tom Parker Bowles et Laura Lopes occupent une position singulière. Ils sont les enfants de l'épouse du roi, mais ils ne sont pas des membres actifs de la famille royale, au sens constitutionnel. Ils ne figurent pas dans la ligne de succession, ne remplissent pas de missions officielles au nom de la couronne et ne disposent d'aucun droit automatique sur les propriétés, les titres ou les ressources attachées à la monarchie. Cette distinction peut sembler froide, mais elle est essentielle. Dans une famille ordinaire, un remariage peut progressivement créer de nouvelles solidarités, rapprocher les patrimoines et modifier les attentes entre enfants, beaux-parents et héritiers. Dans une dynastie, les règles sont beaucoup plus rigides. La succession repose sur le sang, le statut, la continuité et la fonction. Le mariage de Charles avec Camilla a changé la place de celle-ci dans l'institution, mais il n'a pas transformé ses enfants en héritiers Windsor. C'est pourquoi le récit d'une prétendue colère des Parker Bowles doit être analysé avec prudence. Il repose sur l'idée que les enfants de Camilla auraient pu espérer une forme de reconnaissance après avoir vu leur mère consacrer près de 20 ans
à la monarchie. Cette attente, si elle a réellement existé, aurait été davantage symbolique que juridique. Elle aurait concerné la considération, la proximité ou l'intégration familiale, et non un droit formel à recevoir un domaine royal. Le texte source présente cependant cette attente comme une conviction presque acquise. Il suggère que Tom Parker Bowles et Laura Lopes auraient considéré certains avantages comme naturels en raison de la place occupée par leur mère. Or, rien ne permet d'établir publiquement qu'ils aient formulé une demande, exprimé une déception ou contesté une décision successorale. Leur silence est interprété comme une preuve de frustration. Mais le silence peut avoir de nombreuses significations. Il peut traduire la discrétion, l'indifférence, la volonté de protéger la vie familiale ou simplement l'absence de conflit. L'un des dangers du récit royal sensationnaliste consiste précisément à transformer chaque absence de déclaration en confirmation implicite. Camilla, de son côté, se trouverait selon cette narration dans une position particulièrement délicate. Elle devrait choisir entre ses enfants et l'institution qu'elle représente aux côtés du roi. Soutenir publiquement une contestation familiale risquerait de fragiliser l'image d'unité de la monarchie. Refuser de reconnaître les sentiments de ses enfants pourrait, à l'inverse, provoquer une fracture dans sa propre famille. Cette tension est narrativement efficace, mais elle reste largement hypothétique. Aucun élément public ne démontre que Camilla ait été informée d'un héritage secret, qu'elle ait tenté d'intervenir ou qu'elle ait été placée devant un choix de cette nature. Il est donc plus juste d'examiner la situation à partir de ce qui est réellement observable. Depuis son mariage avec Charles en 2005, Camilla a progressivement obtenu une reconnaissance officielle. Longtemps associée aux crises du mariage entre Charles et Diana, elle a été réhabilitée par une stratégie de communication patiente fondée sur la discrétion, les engagements publics et la continuité. Le tournant décisif est intervenu lorsque la reine Élisabeth II a exprimé son souhait que Camilla soit connue comme reine consort au moment où Charles accéderait au trône. Ce geste démontrait une acceptation institutionnelle réelle. Il confirmait que Camilla n'était plus considérée comme une présence périphérique ou provisoire. Mais cette reconnaissance concernait sa propre position, non celle de ses enfants. Elle lui ouvrait une place au sommet de la représentation monarchique sans modifier les règles de succession. William se situe dans une toute autre logique. Il n'est pas seulement le fils du roi. Il est l'héritier direct, le prince de Galles et le futur souverain. Les biens, les responsabilités et les ressources qui lui sont transmis ont une fonction institutionnelle. Ils ne constituent pas uniquement un avantage personnel, mais un outil destiné à préparer le prochain règne. C'est ici que la différence avec les enfants de Camilla devient décisive. Tom Parker Bowles et Laura Lopes appartiennent à la famille privée du couple royal. William appartient à la structure même de la couronne. L'un peut partager des cérémonies, des événements familiaux ou des liens affectifs. L'autre porte la continuité constitutionnelle du régime. Le duché de Cornouailles illustre cette différence. Lorsque Charles est devenu roi, William en a automatiquement assumé la responsabilité. Ce transfert n'a pas résulté d'une préférence émotionnelle ou d'un choix dirigé contre quelqu'un. Il découle du statut de l'héritier apparent. Pourtant, présenté sans explication, il peut donner l'impression d'un enrichissement personnel massif, décidé dans le secret. Cette confusion nourrit les récits de rivalité.
Elle permet d'opposer William à Camilla comme s'ils se disputaient un même espace de pouvoir. En réalité, leurs rôles sont différents. Camilla est l'épouse du souverain. Elle possède une influence sociale, symbolique et parfois informelle. William est l'héritier. Son pouvoir est inscrit dans l'avenir de l'institution. Cette différence explique également pourquoi le silence de William est souvent interprété comme une stratégie. Dans le récit, il reçoit le domaine, refuse de répondre aux critiques et laisse le palais le protéger. Cette attitude serait présentée comme une démonstration de maîtrise. Mais là encore, rien ne prouve qu'il ait eu connaissance d'une contestation ou qu'il ait choisi le silence pour affirmer son autorité. Le palais britannique adopte traditionnellement une communication minimale sur les affaires privées, particulièrement lorsqu'elles concernent les finances, les héritages ou les relations familiales. Le refus de commenter ne peut donc pas être attribué uniquement à la volonté de protéger William. Il relève aussi d'une culture institutionnelle ancienne, fondée sur l'idée que les conflits privés ne doivent pas devenir des débats publics. Cela n'empêche pas l'existence de tensions réelles au sein d'une famille recomposée. Les Windsor ont connu des divorces, des scandales, des rivalités et des blessures profondes. Il serait naïf de penser que l'arrivée de Camilla, le souvenir de Diana et la place croissante de William n'ont jamais produit de malaise. Mais reconnaître la possibilité de tension ne signifie pas valider chaque récit construit autour d'elle. La véritable frontière du pouvoir royal apparaît donc clairement. Camilla est acceptée comme reine, mais sa famille ne devient pas une nouvelle branche dynastique. William peut entretenir des relations cordiales avec Tom Parker Bowles et Laura Lopes sans que cela crée d'obligations patrimoniales. Charles peut aimer les enfants de son épouse tout en respectant les mécanismes qui placent son propre fils au centre de la succession. Ce système peut sembler impitoyable car il sépare les sentiments de la structure. Il rappelle à chacun que l'affection, la proximité et le service rendu ne suffisent pas à modifier l'architecture de la monarchie. La famille privée peut évoluer, se recomposer et s'élargir. La dynastie, elle, demeure organisée autour d'une ligne claire. C'est probablement cette réalité, bien plus que l'existence d'un domaine secret, qui donne sa force au récit. Il met en scène une leçon ancienne. On peut vivre près du trône, assister aux cérémonies et partager l'intimité du souverain sans jamais posséder la légitimité de celui qui est destiné à lui succéder. William incarne cette légitimité. Camilla incarne l'acceptation acquise par le mariage, la patience et le service. Ses enfants incarnent enfin la limite entre la famille du roi et la famille royale. Cette limite n'est pas nécessairement le résultat d'un conflit personnel. Elle constitue l'un des principes les plus constants de la monarchie britannique. La frontière entre famille privée et dynastie étant désormais clairement établie, une autre question apparaît. Pourquoi cette histoire d'héritage supposé rencontre-t-elle un tel écho auprès du public ? La réponse tient moins à la valeur d'un domaine qu'à ce qu'il symbolise. Derrière la propriété secrète, les clauses juridiques et les frustrations attribuées à la famille de Camilla se dessine en réalité une lutte beaucoup plus vaste autour de l'avenir de la monarchie britannique. Depuis la mort d'Élisabeth II, l'institution traverse une période de transition profonde. Pendant plus de 70 ans, la reine avait constitué le centre absolu du système. Elle incarnait la continuité, l'autorité et la stabilité. Chaque crise était finalement mesurée à l'aune de sa présence.
Avec sa disparition, la monarchie a perdu non seulement une souveraine, mais aussi son principal point d'équilibre. Charles III a hérité de la couronne, mais il règne dans un contexte très différent de celui qu'avait connu sa mère. L'opinion publique est plus exigeante, les réseaux sociaux amplifient chaque controverse et les questions liées à l'argent, aux privilèges et à la transparence occupent une place croissante. Dans ce paysage, William apparaît déjà comme l'un des principaux visages de la survie institutionnelle. Son importance ne repose pas uniquement sur son titre de prince de Galles. Elle repose sur ce qu'il représente. La prochaine génération, la continuité de la lignée et la possibilité d'une monarchie présentée comme plus moderne, plus familiale et plus proche des préoccupations contemporaines. Chaque bien, chaque responsabilité et chaque marque de confiance qui lui sont attribuées sont donc interprétées comme un investissement dans le règne à venir. C'est précisément ce qui donne au récit du domaine secret une telle puissance symbolique. Même si les détails restent non vérifiés, l'histoire semble correspondre à une logique institutionnelle crédible. Élisabeth II aurait voulu renforcer William afin de garantir la continuité après Charles. Le domaine ne serait alors plus un simple héritage immobilier, mais un instrument de stabilité et un message adressé à toute la famille. Cette interprétation transforme la défunte reine en stratège silencieuse. Elle aurait observé les divisions, les familles recomposées, les rivalités et les attentes personnelles, puis aurait choisi de privilégier celui qui incarnait le mieux l'avenir dynastique. Une telle image correspond à la réputation d'Élisabeth II. Prudente, méthodique et rarement guidée par l'impulsion. Mais une réputation ne constitue pas une preuve. L'un des mécanismes les plus fréquents dans les récits royaux consiste à utiliser le caractère d'une personne pour justifier une action dont l'existence même n'est pas démontrée. Parce que la reine était réputée précise, on conclut qu'elle aurait nécessairement organisé une exclusion. Parce que William est décrit comme discipliné, on interprète son silence comme une stratégie. Parce que Camilla a dû longtemps lutter pour être acceptée, on suppose que ses enfants auraient ressenti une humiliation. Cette construction est cohérente, mais elle reste une construction. Elle relie plusieurs éléments plausibles afin de produire une histoire qui semble vraie, sans disposer de preuves suffisantes. Le rôle du journalisme n'est pas seulement de raconter une narration convaincante, mais aussi d'identifier les endroits où celle-ci dépasse les faits disponibles. Ce qui est établi, en revanche, c'est le renforcement objectif de William après septembre 2022. Il est devenu héritier direct, prince de Galles et responsable du duché de Cornouailles. Il a également assumé une visibilité accrue dans les grandes cérémonies, les déplacements officiels et les dossiers stratégiques de la monarchie. Cette montée en puissance ne dépend pas d'un complot contre Camilla. Elle découle du fonctionnement normal de la succession. Plus Charles avance dans son règne, plus William est appelé à incarner la continuité. Ce mouvement est structurel, progressif et presque inévitable. Camilla, de son côté, demeure une figure importante. Sa place auprès du roi lui donne une visibilité considérable et une réelle influence dans la représentation publique de la couronne. Pourtant, cette influence reste liée au règne de son époux. Elle ne se transmet pas automatiquement à ses enfants et ne crée pas une nouvelle ligne dynastique. C'est probablement là que se situe la dimension la plus sensible du récit. Il ne raconte pas simplement que Tom Parker Bowles et Laura Lopes auraient été privés d'un bien. Il leur attribue la découverte brutale de leur statut périphérique.
Après des années passées à proximité du palais, des cérémonies et du pouvoir, ils auraient donc compris que la monarchie distingue toujours ceux qui l'entourent de ceux qui lui appartiennent par la succession. Cette idée est cruelle, mais elle correspond à la logique d'une institution héréditaire. La monarchie ne fonctionne pas comme une famille élargie dans laquelle chacun reçoit une part en fonction de son affection ou de sa présence. Elle est organisée autour d'une continuité politique et symbolique. Les actifs les plus importants, les titres et les responsabilités convergent naturellement vers les personnes appelées à porter cette continuité. Le silence attribué à Charles III mérite également une analyse. Le récit affirme qu'il aurait connu les dispositions de sa mère sans chercher à les modifier. Une telle décision serait présentée comme le choix de l'institution contre les sentiments personnels. Là encore, aucune preuve publique ne permet de confirmer cette version. Il est toutefois raisonnable de penser que Charles doit constamment arbitrer entre ses rôles de roi, de mari et de père. Soutenir son épouse ne signifie pas pouvoir modifier les règles de succession. Protéger l'unité familiale ne signifie pas effacer les volontés privées d'Élisabeth II. Son autorité reste elle-même encadrée par les usages, la loi et la nécessité de préserver la crédibilité de la couronne. Toute intervention directe dans un héritage privé attribué à sa mère aurait pu créer un précédent délicat. Elle aurait donné l'impression que les arrangements successoraux royaux pouvaient être renégociés sous l'effet de pression familiale. Même dans l'hypothèse où certaines tensions auraient réellement existé, le roi aurait donc eu de fortes raisons institutionnelles de ne pas intervenir. William aurait, quant à lui, tout intérêt à maintenir une attitude discrète. Le futur souverain sait que les conflits publics entre membres de la famille royale affaiblissent l'ensemble de l'institution. Répondre à une rumeur pourrait lui donner davantage d'importance. Entrer dans un débat sur un héritage privé exposerait la monarchie à des questions financières auxquelles elle préfère traditionnellement ne pas répondre. Son silence ne prouve donc ni culpabilité, ni hostilité, ni calcul agressif. Il peut simplement correspondre à la stratégie de communication habituelle du palais. Ne jamais alimenter une controverse qui ne repose pas sur des éléments publiquement vérifiables. À long terme, cette affaire révèle surtout la fragilité de la monarchie face au manque de transparence. Le secret protège la vie privée des Windsor, mais il laisse également la place aux interprétations les plus spectaculaires. Tant que les dispositions testamentaires resteront scellées, les récits d'héritage caché, de bénéficiaires favorisés et de familles humiliées continueront de prospérer. La question n'est donc plus uniquement de savoir ce qu'Élisabeth II a réellement transmis à William. Elle concerne la manière dont une institution ancienne peut préserver sa confidentialité tout en conservant la confiance d'un public qui exige davantage de preuves et de clarté. Le récit du domaine secret agit finalement comme un miroir. Il reflète les attentes, les soupçons et les divisions projetées sur la monarchie. Certains y voient la dernière décision stratégique d'une reine déterminée à protéger sa lignée. D'autres y voient la preuve d'une institution froide, incapable d'intégrer pleinement les réalités d'une famille recomposée. La vérité pourrait être beaucoup moins dramatique. Élisabeth II a probablement réparti ses biens privés selon des critères connus uniquement d'elle-même et de ses conseillers. William a reçu les responsabilités correspondant à son statut. Camilla a conservé sa place auprès du roi. Ses enfants ont poursuivi leur existence en dehors des obligations dynastiques. Mais le succès de cette rumeur démontre qu'au sein de la maison de Windsor,
Aucun héritage n'est jamais perçu comme un simple transfert de propriété. Chaque objet, chaque domaine et chaque décision deviennent des signes de confiance, d'autorité et de légitimité. En définitive, l'affaire ne prouve pas qu'Élisabeth II ait voulu punir la famille de Camilla. Elle révèle plutôt la force de la hiérarchie monarchique. William représente l'avenir parce que la succession le place au centre du système. Camilla appartient au présent du règne de Charles. Ses enfants appartiennent à la famille privée du couple royal, mais non à la continuité de la couronne. C'est cette distinction, plus que toute clause secrète, qui constitue le véritable message de l'histoire. Dans la monarchie britannique, la proximité peut offrir la visibilité, l'influence et les honneurs. Mais seul l'ordre dynastique confère une place durable au cœur du pouvoir. En définitive, cette affaire rappelle que, dans l'univers royal, les silences ont souvent autant de poids que les déclarations officielles. Le supposé domaine secret d'Élisabeth II n'est peut-être qu'une rumeur amplifiée par l'opacité qui entoure les héritages de la couronne. Pourtant, cette histoire révèle une vérité plus profonde. William occupe désormais une position centrale dans l'avenir de la monarchie, tandis que Camilla et ses enfants restent soumis aux limites très strictes d'un système fondé sur la continuité dynastique. Rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que la défunte reine ait volontairement cherché à humilier la famille Parker Bowles. En revanche, tout montre que la monarchie britannique continue de placer la succession, la stabilité et la préservation de l'institution au-dessus des sentiments personnels. Qu'il existe ou non un domaine caché, le message symbolique demeure puissant. Le futur de la couronne se construit autour de William. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Croyez-vous qu'Élisabeth II ait réellement préparé un héritage spécial pour son petit-fils? Ou pensez-vous qu'il s'agisse d'une histoire exagérée autour des secrets de la famille royale? Partagez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un j'aime afin de ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes, analyses et révélations sur la monarchie britannique et les grandes figures qui continuent de fasciner le monde entier. Au terme de cette analyse, une conclusion s'impose. Derrière les récits de domaines secrets, de colère familiale et de dispositions irrévocables se cache surtout une réalité institutionnelle beaucoup plus profonde. La monarchie britannique repose sur une hiérarchie précise dans laquelle les liens affectifs ne suffisent jamais à modifier l'ordre dynastique. William incarne l'avenir de la couronne, tandis que Camilla, malgré son statut de reine, demeure liée au règne de Charles III. Quant à ses enfants, ils appartiennent à la sphère privée du couple royal, mais non à la continuité héréditaire des Windsor. À ce jour, aucune preuve publique ne permet d'affirmer qu'Élisabeth II ait voulu humilier ou exclure délibérément la famille Parker Bowles. Cependant, le silence qui entoure son testament continue d'alimenter les spéculations et de renforcer l'idée que chaque héritage royal peut cacher un message politique. Et vous, pensez-vous que la reine avait réellement préparé un héritage particulier pour William, ou s'agit-il d'une rumeur amplifiée par le mystère du palais? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un j'aime pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses, enquêtes et révélations consacrées à la famille royale britannique.